Bienvenue pour cette nouvelle émission de Causerie d'entrepreneurs avec Jean-Valéry Sol d'Imo Gagnant. Je ne sais pas si vous êtes abonné et vous connaissez sa chaîne YouTube Imo Gagnant, mais c'est une chaîne que j'apprécie. J'aime bien Jean-Valéry. C'est un investisseur simple, qui a des valeurs. Donc c'est pour ça que je suis honoré de le recevoir et qu'il ait accepté de participer à cette causerie d'entrepreneurs. Bonjour Jean-Valéry, ça va? Bah écoute, bonjour Belrix. Bah écoute, merci pour ton accueil. Bah, c'est naturel, On a été chaleureux. c'est moi qui te remercie parce que ça démarre juste cette émission. Alors, pour ceux qui nous écoutent, si tu nous écoutes, si tu n'es pas coutumier de cette émission, c'est une émission un peu particulière parce que, en fait, c'est pas comme une interview normale. J'interroge des amis entrepreneurs, des amis investisseurs, et bien souvent, on discute, on échange des astuces, des techniques, et je souhaitais te faire profiter de ces astuces en écoutant une de nos conversations. Donc on va être détendu, c'est bon enfant. Donc, on avait compris. et puis voilà. Donc bon, c'est pas tout le monde qui connaît Jean-Valéry. Je te laisse te présenter Jean-Valéry et puis on embraye sur le sujet de ton choix puisqu'on a plein de choses à discuter aujourd'hui. Donc je te laisse te présenter rapidement. D'accord. Ben, écoute, moi, voilà, c'est Jean-Valéry, Jean-Valéry Saul. Je suis né en 1980, comme je le dis dans ma vidéo de présentation, une année que j'apprécie. Et oui, je sais pourquoi. Et du coup, moi, je suis investisseur immobilier depuis 2015. Donc, j'ai fait l'acquisition en 2015 donc de deux immeubles dans la ville de Saint-Quentin, dans l'Aisne, donc en France, en métropole. Et donc, voilà, je suis tombé dans l'immobilier et donc maintenant, je pense toujours immobilier. Et voilà, actuellement, je travaille, je suis encore dans la fameuse red race. Mais donc je cherche à en sortir et pour l'instant je suis... Bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur... J'ai lancé ta vidéo de présentation, excuse-moi. Pas de souci. Donc tu me disais que tu étais dans la rat race. Bon, je connais ton métier, mais en fait, Jean-Valéry, tu peux rappeler ton métier s'il te plaît? Comme ça va vous donner une bonne indication. Alors moi je travaille dans le domaine bancaire depuis 2004. Je travaille dans une grande banque française connue. On va dire que les couleurs sont noir et rouge. Voilà. Ok. Je travaille à la banque noir et rouge. je travaille au siège actuellement à Paris La Défense. Ouais. Et donc là je suis dans les services centraux, mais pendant quelques années, j'ai fait le métier de banquier, comme on l'appelle, c'est-à-dire le banquier qu'on va voir lorsqu'on veut un prêt, un crédit à la conso ou un crédit immobilier. Donc pendant longtemps, j'ai fait ce métier-là où plus précisément, j'ai été chargé d'études crédit immobilier. C'est-à-dire j'étais celui qui analysait le dossier de prêt. Voilà. Admettons, tu veux acheter ta résidence principale ou tu veux investir. Une fois que tu as trouvé ton bien, tu vas voir un banquier. Le banquier te demande toutes les pièces nécessaires à l'étude du dossier. Et moi, je passais derrière le conseiller, c'est-à-dire moi, j'étais le Sherlock Holmes. Je devais analyser l'ensemble des pièces, vérifier que c'est cohérent, vérifier qu'il manque rien. Je devais vérifier également la solvabilité du client. Est-ce qu'il a les reins assez solides pour acquérir ce bien ou du moins pour obtenir ce montant de financement? Est-ce qu'il n'est pas en train de nous entourlouper? Est-ce qu'il n'a pas des crédits cachés, des choses un peu bizarres? Est-ce que c'est pas des faux papiers? Voilà, je devais vérifier tout ça et puis ensuite donner un avis au responsable des engagements. C'est-à-dire le responsable des engagements, c'est celui qui a la main pour dire j'accepte de financer ou je refuse de financer. Donc j'ai... Oui. Oui, c'était toi, donc c'était toi qui étais derrière en background là, qui dit non, je suis pas d'accord. Non, c'est toi qui faisais l'enquête, c'est ça. Voilà, moi je faisais l'enquête et ensuite j'émettais un avis.
c'est-à-dire un avis favorable ou défavorable. Alors, à l'époque, il y avait déjà aussi ce qu'on appelle le scoring bancaire. Oui. Aussi, c'est une chose importante à connaître, c'est-à-dire que en fonction des informations que vous allez donner, que le client va donner, en fonction de voilà son âge, ses revenus, est-ce qu'il est marié, est-ce qu'il a des enfants, où est-ce qu'il travaille et tout, et ben on va rentrer toutes ces données-là dans une moulinette. Et il y a un logiciel qui va ressortir quelque chose et qui va dire OK ou alors pas OK. Alors évidemment, la décision de dire oui ou non pour le prêt immobilier ne se prenait pas uniquement sur ce scoring bancaire, mais c'était quand même un outil qui nous permettait en fait d'avoir un premier avis, du moins de confronter l'avis du client, la situation du client, voilà, par rapport à mon analyse personnelle, puisque moi j'étais le chargé d'études crédit immobilier, et je me servais également de cet outil-là parce que je devais m'en servir pour faire mon compte rendu. D'accord, mais en fait, c'est fascinant parce que tu sais très bien, enfin tu sais peut-être pas, mais je suis informaticien de formation. Enfin, je suis toujours informaticien. De temps en temps, bah, pour la petite histoire, pour la petite anecdote, je me suis mis à regarder la 4e saison de Silicon Valley. Bon, c'est une vieille série américaine où c'est les aventures de programmeurs qui sont en train de développer des logiciels. Et en regardant la saison, je me suis pris de délire et j'ai commencé à développer une fonctionnalité pour un ancien site. Donc je suis toujours un informaticien, surtout développeur. Le geek qui en moi n'est pas mort, même si je suis devenu, soi-disant, pré-retraité. Ben, de temps en temps, je suis... Donc, ça m'a toujours intéressé de savoir les algorithmes qui étaient derrière. Donc, bon, je ne vais pas te demander de donner les secrets de famille, mais c'est quoi la pondération? C'est-à-dire, parce qu'il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu. Par exemple, dans un algorithme, tu me dis que tu entrais des données dans un logiciel. Donc, il y a bien des informaticiens comme moi qui ont dû programmer la machine pour dire, tiens, je prends en compte l'âge, exactement. Et on met toujours des pondérations, c'est-à-dire des facteurs, des coefficients pour dire. Exactement. Et bon, si c'est pas indiscret, hein, mais. Non, bah c'est pas indiscret. Alors déjà peut-être pour ceux qui n'ont pas l'habitude de ce terme, bon, je vais peut-être essayer d'expliquer ce que c'est que la pondération. La pondération, c'est le fait d'accorder une importance à un élément ou à un paramètre. Alors je vais m'expliquer, je vais te prendre une image toute simple. Voilà, quand tu passes ton bac, quel que soit le bac que tu fais, par exemple si tu passes un bac S, eh ben, tu vas devoir passer toute une série de matières, les langues, l'anglais, l'histoire géo, mais évidemment les maths, la physique. Mais comme le bac que tu passes est le bac S, eh ben, on va appliquer un coefficient, par exemple coefficient 7 pour maths et physique, parce que tu es en bac S. Ouais. Et par exemple coefficient 3 en langue, parce que comme c'est un bac S, on suppose que les langues sont moins importantes. Mais par contre, comme tu es en bac S, et que les maths et physique sont très importantes, on va mettre un coefficient 7 aux matières maths et physique. Ça veut dire que si tu réussis les maths et physique et que tu foires les langues, c'est pas grave, tu passes. Et par contre, si c'est l'inverse, tu réussis les langues mais que tu foires maths et physique, eh ben, il y a de grandes chances que tu n'aies pas ton bac. Eh ben, la pondération, c'est à peu près ça. Et c'est-à-dire que dans le cas d'un crédit immobilier, eh ben, en analysant la situation du client, eh ben, dans les algorithmes, alors moi je suis pas informaticien, mais le système informatique, il a été programmé d'une certaine façon. Bonjour, pour je vous souhaite la bienvenue. Ce qui soit le plus important, par exemple, ça va être est-ce que le client ou du moins le prospect est en CDI ou pas, par exemple. Ça va être un élément important et dans le calcul, ça va donner peut-être plus de notes favorables si par exemple le client est en CDI depuis 5 ans que s'il est en CDI depuis 1 an. D'accord. Ou alors, même s'il n'est pas en CDI, mais même s'il est à son compte par exemple, qu'il a des bilans, eh ben, il aura des notes, plus de notes favorables s'il a 5 bilans par exemple, que s'il en a que 2. Tu vois? D'accord. Donc ça va être ce type de facteur-là.
est-ce que la personne qui demande le prêt immobilier, est-ce que les personnes sont mariées ou est-ce qu'elles sont deux à demander le prêt immobilier ou est-ce que c'est quelqu'un qui est tout seul? Est-ce Voilà, qu'il y a une différence, excuse-moi, est-ce qu'il y a une différence entre marié et pacsé? Alors, je sais que le Pacs est arrivé aussi un petit peu après. Je pense que pour la banque, il n'y a pas vraiment de grande différence parce que la banque, ce qu'elle va vraiment rechercher pour être sûre, ce qu'elle veut, c'est être sûre que son prêt soit remboursé. Oui. Et donc pour ça, elle veut absolument que le client qui va vouloir qui va faire une demande de prêt, elle veut absolument qu'il soit stable. C'est le maître mot. Donc stable dans les revenus, des revenus réguliers. Même s'il ne gagne pas beaucoup. Mais le banquier, il préfère quelqu'un ou un couple qui gagne 1200 € chacun, mais c'est stable, plutôt qu'un agent immobilier, par exemple, qui va rentrer 4000 € un mois, qui va rentrer 1000 € l'autre mois, qui va rentrer 5000 € le troisième mois, et 1500 € le troisième, voilà. Donc, il va préférer, voilà, au niveau des revenus. Et voilà, pour répondre à ta question, marié ou pacsé, eh ben, à partir du moment où tu es marié ou pacsé, pour la banque, vous êtes deux. Ça veut dire que c'est un signe de stabilité. D'accord. Ça veut dire qu'a priori, vous n'allez pas prendre un prêt immobilier et vous séparer l'année d'après, même si ça peut arriver. Mais la banque se dit, c'est pas une amourette où ils disent ils prennent un prêt immobilier et puis qu'ils vont se séparer dans un an. Donc, ça montre entre guillemets une stabilité. La banque aime ça. Donc du coup, si tu fais deux personnes qui vivent ensemble prennent un prêt, c'est moins bien coté que une personne qui est pacsée ou qui est mariée. Enfin, deux personnes qui sont mariées et deux personnes qui sont pacsées. Puisque... Alors, je pense que à partir du moment où les personnes vivent ensemble, je pense que c'est vrai que le mariage et le Pacs engagent plus, c'est vrai. Mais maintenant, je pense pas que ça aura pas une différence. Ça va pas être vraiment un élément déterminant dans l'octroi ou non du prêt. Ça veut dire que voilà, s'il y a deux personnes qui sont mariées ou pacsées et de l'autre côté deux personnes qui vivent ensemble en concubinage, à revenu égal, à projet égal, à situation égale, il n'y a pas de raison que le couple marié ait le prêt et que le couple en concubinage n'ait pas le prêt. D'accord. Voilà. Donc c'est des légendes urbaines en fait. Hein. C'est-à-dire qu'on dit ouais, il faut être marié ou il faut être pacsé. Mais Donc... Non, ça on va dire que le fait d'être marié, pacsé, c'est vrai que ça va peut-être plus rassurer la banque. Mais la banque, elle n'oublie pas aussi qu'elle est là pour faire du business. Ça veut dire que si le couple qui est en concubinage a les reins solides, gère bien ses comptes, ont des revenus réguliers, sont dans leur entreprise depuis plusieurs années, qui sont en plus âgés entre 30 et 35 ans, il n'y a pas de raison que la banque refuse uniquement sur le fait qu'ils soient juste en concubinage et pas mariés. Mais maintenant, voilà, si les comptes sont mal gérés, s'il y en a un qui joue au PMU tout le temps, l'autre qui va en boîte tout le temps, ouais, mais comment, mais comment tu vois ça dans les relevés bancaires en fait? Ah oui. Ben en fait, les relevés bancaires, c'est très personnel en fait. Et tu as plusieurs façons aussi de... personnellement, tu as plusieurs façons il y a plusieurs façons de gérer ses comptes. Soit tu peux appliquer la méthode asiatique. Donc là, je parle du côté du client. D'accord. Soit tu as la méthode asiatique. J'aime bien les asiatiques. Hein. Non. mais leur méthode, par exemple, quand j'analysais les dossiers de prêt que c'était des asiatiques, souvent, il y avait les quelques prélèvements et il y avait un gros retrait. Tu vois, un gros retrait, 600 €, 700 €, 1000 €. Et puis tu voyais plus rien d'autre sur leur relevé de compte. Donc ça veut dire qu'ils retiraient tout, enfin il laissait les sous pour les prélèvements qui passent, et ils retiraient une grosse somme, et après tu voyais plus rien jusqu'au mois d'après où il y avait les quelques prélèvements et la même grosse somme qu'ils retiraient tous les mois. D'accord. Donc ça veut dire que eux, leur mode de consommation, et
En plus, c'est pas idiot le fait de faire ça. C'est vrai que c'est pas idiot du tout. Parce que eux, du coup, j'en conclus que les autres choses qu'ils payaient hors prélèvement, ils les payaient en espèces. C'est ça. Ils payaient tout en espèces. Ouais. Alors, c'est pas du tout idiot pour deux raisons. Effectivement, la banque ne peut pas voir comment ce couple-là dépense ton argent. Ça veut dire que si ils veulent garder un aspect privé sur leurs dépenses, ce qu'ils achètent, en fonctionnant comme ça, c'est tout à fait possible. Et la banque ne peut absolument pas te refuser un prêt pour cette raison-là. À partir du moment où tu es dans le vert, que tu n'as pas de découvert, tu n'as pas d'agio, tu n'es pas rempli de crédit, il n'y a pas de raison que la banque te refuse un prêt, tout ça parce que tu gères tes comptes comme ça. D'accord. Et la deuxième raison pour laquelle c'est pas idiot, c'est que puisqu'ils retirent une somme et qu'ils payent tout en espèces, eh ben le gros avantage c'est que tu vois concrètement ce qui sort de ta poche. Et quand on n'a plus, t'en as plus. C'est ça. Tu vois? Ça, c'est pas mal. Quand on n'a plus, t'en as plus. Alors que avec le système dans lequel on vit, avec les cartes bancaires, les différés, les revolving et tout, même quand on n'a plus, t'en as encore. Et des fois, tu le sais toi-même et tu dis, bon, bah, ok, je prends sur le découvert, ok, je prends sur ci. Mais des fois, tu t'en aperçois pas parce que peut-être que t'as pas suivi tes comptes, hein, t'as peut-être manqué de rigueur à un moment donné. Et puis, tu te rends compte que, ah, mais je suis à découvert de 300 euros, mais vache, je savais pas, mais qu'est-ce qui s'est passé et tout. Alors que si tu avais appliqué cette méthode-là, la méthode de certains Asiatiques, ou alors il y a d'autres méthodes, d'autres personnes qui appellent ça la méthode 10 lignes. Dans le sens où il y a très peu de lignes, tu fais passer juste les prélèvements et boum, tu retires un gros truc en espèces, comme je t'ai dit. Et puis voilà, ça te permet que la banque ne voit pas toutes tes dépenses. Et toi, ça te permet en principe de mieux gérer tes comptes parce que vraiment, une fois que tu as fini de sortir le dernier euro de ta poche, eh ben, il n'y en a plus. C'est ça. Et toi, quand tu voyais ça, tu disais, ouais, bon, c'est des gens qui savent gérer, donc c'est un avis favorable. Ben, c'est des gens, oui, qui savent gérer parce que le fait de savoir gérer, c'est simple, c'est on regarde ce qui rentre, ce qui sort. Est-ce qu'il y a plus d'argent qui rentre ou plus d'argent qui sort? Donc à partir du moment où le compte n'était pas débiteur, que je voyais qu'il n'y avait pas de frais d'agio ou des commissions, voilà, ce type de choses, qu'il n'y avait pas ça sur les relevés de compte, et que les comptes sont au vert, j'ai aucune raison de dire non, je refuse. Ça, c'est hallucinant. J'ai aucune raison. Alors que, à l'inverse, quand les personnes payent tout par carte, eh ben, qu'il soit au rouge ou au vert, l'avantage pour la banque, c'est qu'elle peut analyser comment la personne dépense son argent, comment elle consomme, voilà. Ça veut dire que s'il va aux courses, au PMU, il dépense, il paye toujours par carte. On le voit sur les comptes bancaires. S'il achète toujours des trucs sur Internet et tout, on le voit sur Internet. Tout ce qu'il achète, qu'il paye par carte, on le voit. Est-ce qu'il mange souvent au McDo? On le voit. Et ça, McDo. Par exemple, McDo, est-ce que c'est mauvais ou tu t'en fous ou... Enfin, pour un banquier. Ce que je veux dire, c'est que là, on entre vraiment dans une... Dans la vie privée, en fait. Oui, mais c'est une analyse officieuse. C'est-à-dire, on ne va pas rentrer ça dans le logiciel de scoring, hein, pas du tout. Mais c'est une analyse officieuse, c'est-à-dire que si tu as un dossier qui est juste en termes d'endettement, ou alors qui est juste parce que le gars il est en CDI depuis que 2 mois et sur son contrat de travail c'est marqué qu'il a une période d'essai de 6 mois, tu vois, par exemple. Ouais. Juste parce que voilà, même au niveau du bien peut-être on a des doutes parce que nous ce qu'on faisait aussi à l'époque c'est qu'en fonction du compromis le bien qui était mentionné. Attends, je t'entends moins bien. Excuse-moi. Ah pardon, excuse-moi. Tu m'entends là? Oui, oui. Nous, ce qu'on faisait à l'époque aussi, on analysait l'opération, c'est-à-dire qu'en fonction du prix d'acquisition, comme dans le compromis, on avait la date, on avait les caractéristiques du bien et le lieu, on pouvait regarder le prix au mètre carré si ça correspondait, pour voir s'il n'achetait pas son bien aussi trop cher. Dans le sens où, nous, en tant que banque, on se disait, mais si on voyait qu'il achetait un bien qui était beaucoup trop cher par rapport au prix du marché,
eh ben nous on se dit mais nous on est en risque si on vous prête parce que le bien on estime qu'il est au-dessus du prix du marché, donc si vous êtes en défaut, eh ben nous on se retrouve avec un bien qui vaut pas la valeur que vous l'avez acheté. Ah, Donc ça arrive, c'était rare mais ça arrivait. Ça, j'y ai pas pensé, tiens. C'est-à-dire que le banquier regarde la valeur du bien et il se dit, tiens, il achète trop, alors, trop cher, donc on se met en risque. Donc on va moins prêter. Bah, exactement. Donc Ouais. moi j'ai fait ça il y a quelques années. Donc ça veut dire que j'étais avec des personnes aussi peut-être de la vieille école. Donc je sais pas si ça se fait toujours, mais ça arrivait. C'est-à-dire que moi j'ai déjà donné un avis favorable sur un dossier et le responsable des engagements a dit le seul truc qui me va pas, c'est le bien qu'ils achètent. Parce que s'ils sont en défaut, moi je ne me retrouverai pas, dedans. Et ça arrivait une fois ça arrivait. Alors je dis pas que ça arrive encore maintenant. Peut-être que les méthodes ont changé. Mais parfois, on a regardé également cet aspect-là. Mais attends, donc si j'achète un logement vraiment plus bas que le marché, est-ce que un banquier va se poser la question, ça c'est bizarre, c'est vraiment plus bas, et est-ce qu'il va creuser plus? Non. Non. Si c'est plus bas que le marché, au contraire, il va se dire, là il fait vraiment une bonne affaire. En principe, hein, il fait vraiment une bonne affaire. Il va voir aussi ce qui rentre. Parce que moi, quand j'ai acheté mes immeubles, j'ai acheté les deux à la suite. Mais en quelque sorte, le premier m'a un peu aidé à acheter le deuxième. Parce que ma banquière m'a dit, comme le premier, il était déjà loué, il y avait 3 appartements qui étaient déjà loués, et j'avais les baux et tout, je leur ai présenté, que le vendeur m'avait donné. Et ben, du coup, ils ont vu tout de suite qu'il y avait de l'argent qui rentrait. Ben oui. Ils ont vu tout de suite qu'il y avait de l'argent qui rentrait. Donc, ils étaient plutôt rassurés par rapport à ça, parce qu'ils se sont dit, vu le prix auquel ils l'achètent, la mensualité qu'on lui attribue par rapport à la durée qu'il a demandé, j'avais demandé 25 ans pour le premier immeuble, voilà, la mensualité c'était 585 €, et les loyers qui rentraient, les 3 loyers, ça faisait 1080 €. Ouais. Donc tout de suite ils ont dit, ah bah non, là ils étaient rassurés dans le sens ils se sont dit au pire si je suis en défaut, voilà, normalement ils n'ont pas du mal à récupérer leur bille. Ben oui. En fait, c'est ça qu'il veut. En fait, il faut se rappeler qu'un banquier, c'est un businessman hein, aussi. Et Exactement. une question que je voulais te poser, c'est est-ce que quand il y a un monsieur ou madame qui est rigoureuse dans sa gestion et monsieur ou madame, enfin, il y en a un des deux qui est souvent à découvert et l'autre, il est toujours, je sais pas moi, il a un excédent de 500 € par mois, par exemple. Est-ce que ça joue ou est-ce que vous jugez le couple dans l'état? C'est-à-dire, on m'avait parlé aussi d'un effet contaminant. C'est une amie qui m'a parlé de ça. Oui. Alors, en fait, la manière dont on analyse, c'est une analyse globale. Ça peut être un effet contaminant, effectivement. C'est-à-dire que si le gars a un bon revenu, la dame a un bon revenu, ils achètent le bien a l'air nickel, hein, c'est pour la résidence principale et tout, ou alors un investissement. Le prêt est raisonnable dans le sens où ils ne sont pas trop endettés, ils sont loin des 33% par exemple. Ils sont mariés, par exemple, parce que tu peux être marié et puis aussi avoir des couples, des comptes séparés. Ça arrive aussi d'avoir un conjoint même si tu es marié. Qu'ils sont en CDI, dans leurs entreprises respectives depuis plus de 5 ans, et que si avec tout ça, il y a la femme qui enregistre 2 découverts de temps en temps, et par exemple sur les 3 relevés de compte, voilà, il y a 2 découverts, mais qu'on voit qu'à côté ils ont de l'épargne, soit lui ou soit elle, c'est pas les 2 découverts de madame qui vont faire plancher la décision à leur défaveur. D'accord. Ça veut dire que c'est un tout. Maintenant, s'il y a toujours les découverts de madame, mais qu'ils n'ont pas d'épargne, qui sont dans leur boîte depuis moins d'1 an,
que monsieur, il n'est pas à découvert, mais on sent que c'est très limite, qu'ils ont en plus des crédits à la consommation, et que leur taux d'endettement est de 36%, et ben là, le découvert de madame sur les 3 mois, ça va pas être ça va pas être en leur faveur, ça va pas jouer en leur faveur. D'accord. Ça veut dire que c'est comme si le découvert que madame elle a pendant les 3 mois de relevé de compte, dans la deuxième situation que je viens de te décrire, eh ben c'est comme si ce découvert-là aura beaucoup plus de poids dans la décision, de poids négatif en plus, que dans la première situation que je t'ai expliqué, où là tout va bien, ils ont de l'épargne et tout, et c'est juste qu'elle a des découverts, c'est vrai, mais bon, c'est pas énorme, et quand son salaire arrive, ça couvre. Donc tu vois, c'est vraiment dans la globalité qu'on analyse un dossier et qu'on peut donner une décision. Donc c'est hallucinant ce que tu me dis, c'est que c'est pour montrer, bon, si tu nous écoutes, toi, tu te rends compte que ce que Jean-Valéry a dit, c'est que c'est pas la somme, les revenus qui sont importants, c'est-à-dire la puissance des revenus, c'est la régularité, parce que un banquier, ce qui l'intéresse, c'est la stabilité. Donc, Exactement. une infirmière libérale qui se fait 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois, c'est pas extravagant, hein, j'en la connais, ou 15 000 euros. Si elle dépense pour 12 000, même 15 000, 14 000 euros, elle va moins bien passer qu'un couple de fonctionnaires qui gagnent de 1200, 1300 euros chaque mois. Exactement. Donc ça veut dire que les fonctionnaires, c'est les yeux fermés en fait. Vous vous battez pour avoir des fonctionnaires. Oui. Mais les fonctionnaires, c'est quasi les yeux fermés. C'est hallucinant. Il y a même le crédit social des fonctionnaires. Il y a même cette banque. Oui, j'ai découvert ça parce que j'ai accompagné un stagiaire qui a monté son site, fonctionnaire investisseur, et j'ai découvert qu'il y avait un crédit social des fonctionnaires. C'est hallucinant ça. Si. Crédit social des fonctionnaires qui d'ailleurs n'est pas ouvert que aux fonctionnaires. Hein. C'est-à-dire que tu peux très bien aussi, si toi tu as envie d'un prêt, tu peux très bien aller demander au crédit social des fonctionnaires. Ah bon? Ah bah j'ai bien fait que... C'est bien parce que là, ça veut dire que je vais faire des recherches. Alors, ma mère est fonctionnaire. Je suis d'une famille de fonctionnaires. Par exemple, elle a pu me faire bénéficier à la GMF de son bonus. Est-ce qu'il faut avoir des parents fonctionnaires pour profiter du crédit social de fonctionnaire ou c'est n'importe qui? Alors, crédit social des fonctionnaires, c'est différent de la GMF. Oui, la GMF... c'est pas la même entreprise. C'est vrai qu'à la GMF, il me semble, si ça n'a pas changé, qu'il faut que tu aies un parent qui soit déjà là pour que eux, ils puissent t'accueillir et que tu puisses bénéficier de certains avantages. Oui. Par contre, pour le crédit social des fonctionnaires, je te le garantis parce que il y a quelques années, j'y ai travaillé aussi, toujours en tant que chargé d'études crédit immobilier. J'y ai travaillé pendant quelques mois, en fait. Et parce que c'était une époque, tu sais, c'était le boom de l'immobilier, tu sais, entre 2004, 2006, là, il y avait même, moi c'est entre 2004 et 2006 hein, que j'ai fait ce type de métier-là. Mais à partir de 2004, même fin 2003, ben, comme c'était le boom de l'immobilier parce que les taux avaient considérablement baissé, on s'est retrouvé avec une masse d'acheteurs sur le marché, donc beaucoup d'acheteurs et peu de vendeurs, et c'est là que l'immobilier a pris un bond et que ça a augmenté jusqu'en, je crois que le pic c'était 2007, mais ça avait encore continué à stagner jusqu'en 2008-2009, et puis après, ceux qui ont acheté à partir de 2009, moi d'ailleurs, on avait acheté un appartement avec ma femme en 2009, d'ailleurs, et qu'on a revendu en 2015, hein, mais bah, on a eu un manque à gagner, hein, mais bon. Mais oui, voilà, donc tout ça pour dire que c'était le pic de l'immobilier. Donc du coup, toutes les banques, les établissements de crédit, ils recrutaient à gogo des analystes crédit immobilier. D'accord. Ou alors chargés d'études crédit immobilier, ils recrutaient à gogo. Donc c'est une période où j'ai eu beaucoup de boulot, parce que comme j'avais fait ça, les boîtes d'intérim me prenaient quasiment tout le temps, parce que j'avais déjà fait ce type de poste-là à cette époque-là. D'accord. Donc voilà, tout ça pour ça, je sais plus ce que je disais. Ah oui, tu me disais que il faut pas être fonctionnaire pour bénéficier du crédit social des fonctionnaires.
Exactement, non, t'as pas besoin d'être fonctionnaire. Tu peux aller les voir et dire voilà, je souhaiterais un crédit. Il n'y a pas de souci pour ça. D'ailleurs, dernièrement, c'était bon, ben, c'est quand j'ai voulu acheter quand j'ai acheté mes immeubles, j'avais été voir d'autres banques. Hein. J'ai pas vu que avec la banque Rouge et Noir, même si c'est la banque Rouge et Noir qui m'a accordé mon prêt. Mais j'ai quand même regardé, j'ai été voir d'autres banques pour voir si je pouvais avoir mieux. Et donc j'avais été voir là cette fois-ci le crédit social des fonctionnaires. J'avais été reçu par une conseillère avec laquelle j'avais fait le point. Et donc voilà, j'étais pas fonctionnaire pour autant. Mais c'est pas une obligation d'être fonctionnaire. Donc voilà, si les personnes qui écoutent le podcast sont pas fonctionnaires, ils peuvent aller demander au crédit social des fonctionnaires. Effectivement, il le dit, Alexandre, dans son article. Il dit qu'il n'est pas obligatoire d'être agent de la fonction publique. On peut être aussi salarié d'un établissement public, comme un musée, aéroport, voilà, dont l'État est actionnaire. Ah non. Bon, il faut que je regarde, hein, mais ce que tu me dis, c'est hyper intéressant. Bon, ah ouais. Ah, c'est cool ça. Et ils font des bons prêts? Enfin, non, je veux pas faire de publicité pour un établissement. Ouais, bon, on verra, je me souviens plus, hein, il m'avait fait une simulation, mais je me souviens plus là. Ah, ça c'est intéressant. Crédit social des fonctionnaires, c'est pas ouvert qu'aux fonctionnaires. Donc les salariés d'Airbus, par exemple, l'État a des parts importantes chez Airbus, ils peuvent aller voir le crédit social des fonctionnaires. Bon, c'est intéressant ça. Ah ben cool. En fait, on n'a pas discuté. C'est toujours intéressant de discuter avec toi parce que tu m'apprends toujours des trucs sur les banquiers, sur comment. Alors, c'est pas ton boulot. Alors, tu vas pas me dire comment filouter le banquier, c'est pas ton rôle. Et je le respecte. Non, et puis je travaille encore, donc quand j'y serai plus, peut-être, mais Non, c'est génial. Au moins, ce que tu as déjà dit a beaucoup aidé ceux qui nous écoutent. Et alors, qu'est-ce que tu fais? Alors, tu me disais que, bon, je sais que tu as acheté deux immeubles, c'est ça? Oui. Et bon, je suppose que être dans le milieu tu as on t'a déroulé le tapis rouge ou tu as dû faire quand même des efforts, montrer que tu avais un beau dossier, tout ça. Alors, j'ai quand même fait des efforts. En fait, j'ai mis en avant les atouts. Donc, alors, c'est vrai, je suis dans la partie et en plus, la banque qui m'a accordé mon prêt, du coup, la fameuse banque Rouge et Noir, qui est mon employeur. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, comme je suis dans les services centraux, je suis plus dans ce qu'on appelle le réseau. Le réseau, c'est les agences. D'accord. Moi, je suis dans les services centraux, donc je suis plus dans la partie réseau, où on appelle aussi banque de détail. Voilà, réseau, banque de détail égale agence bancaire, comme le grand public la connaît. Donc, ça veut dire que ma conseillère, donc elle savait que j'étais un salarié de la banque, mais nos relations sont professionnelles. Ça veut dire que ma conseillère, j'allais pas boire un café avec elle. D'ailleurs, on n'était pas du tout au même endroit, parce que moi, je suis à Paris, à la Défense. Et elle est dans les Saudes, vers Évry, tu vois. Donc, mis à part la relation entre guillemets client entreprise, c'est la seule relation qu'on a. D'accord. Donc, ça veut dire que voilà, c'est pas comme si c'était une collègue et que je lui disais alors ils m'ont presse en ligne. Non, pas du tout. Donc voilà, j'ai dû l'appeler, prendre rendez-vous avec elle. Expliquer mon projet, expliquer donc pourquoi j'achète hors de la région parisienne, parce qu'elle me demandait est-ce que j'avais de la famille là-bas, pourquoi j'achetais là-bas, donc j'expliquais très sincèrement que non, c'est parce que il y a des biens intéressants, moi je cherchais à investir dans l'immobilier locatif pour pouvoir défiscaliser, donc je suis parti là où il y a de la rentabilité, il y en a dans plusieurs endroits en France, mais là c'est un endroit qui fait pas trop loin de Paris, donc c'est pour ça que j'ai été là-bas. Donc voilà, j'ai dû quand même expliquer mes motivations, et puis j'ai déposé mon dossier. Mais quand j'ai déposé mon dossier, puisque moi, j'ai été chargé d'études crédit immobilier, et en plus, moi, quand j'ai été chargé d'études crédit immobilier, je faisais que ça. Quasiment, des fois il y avait des prêts conso, mais je faisais que ça. Alors que elle fait tout. Donc ça veut dire qu'elle n'est pas experte en tout.
C'est ça. Donc ça veut dire que moi, quelque part, dans ce que je lui disais, il y a des fois, je lui apprenais des choses. Quand je lui ai donné mon dossier, elle me disait ah mais c'est toujours bien, votre dossier il est vraiment nickel, vous avez tout mis dans des pochettes et tout, c'est vraiment clair et tout. Et puis je lui ai dit bon ben vous savez j'ai fait ce métier-là, donc ça veut dire que les dossiers en pagaille là quand je les recevais, ben, je les classais d'une certaine façon pour que moi je puisse les analyser. Donc là j'ai classé les dossiers dans des pochettes et tout et je les ai mis d'une certaine façon dans un certain ordre où l'analyse en principe est facile. Ou alors vous avez tous les dossiers, voilà vous avez l'état civil d'abord, etc. Où vous pouvez regarder les choses clairement, parce que l'objectif, c'est de vous permettre d'analyser le dossier rapidement. Comme ça, moi, vous êtes contente. Puisque vous êtes contente, ben, vous allez pouvoir donner une décision plus rapidement, et lorsque vous allez transmettre le dossier à votre chef, lui aussi, il sera content d'analyser un dossier, et on sera tous gagnants. Elle dit, ah oui, non, mais vraiment, c'est vrai, merci, et tout. Donc, ça veut dire que j'essayais aussi de faire en sorte que, déjà, de leur faciliter le travail, dans un premier temps, et voilà, si c'était en sorte d'être bien vu, de montrer que voilà, je suis sérieux, que je lui balance pas un dossier comme ça, que je sais ce que je fais, même si c'est hors de la région parisienne, mais que j'ai calculé mes chiffres. Regardez, il y a de la rentabilité puisque d'ailleurs la mensualité sera plus basse que les loyers. Les loyers sont déjà existants, c'est pas une estimation, ils existent. Regardez, il y a les baux. Donc voilà. Donc quand on se présente comme ça à son conseiller bancaire, bah, lui, il peut que dérouler le tapis rouge. Alors si les relevés de compte sont bons également. Mais bon, on n'avait pas de problème à ce niveau-là, mon épouse et moi. On est dans nos entreprises respectives depuis des années. Moi, ça va bientôt faire 10 ans. Elle, ça fait plus. Donc, il n'y avait pas de raison. J'ai des clients aussi depuis des années. Il n'y avait aucune raison qu'elle me refuse le premier immeuble, en tout cas. Il n'y avait aucune raison. Donc la chaîne de décision, c'est conseiller. En fait, alors, moi, si je me rappelle bien, conseiller particulier. Je ne sais pas si ça se dit. Donc c'est la personne qui est mon interlocutrice. C'est clientèle, on va dire. Voilà, exactement. C'est la personne qui te reçoit en entretien. Voilà. Elle me dit bon, on va remplir une simulation de prêt. Et je vais vous passer le dossier à la conseillère spéciale immobilier. Donc. Alors, elle, dans le cadre de la banque où je travaille, elle fait d'abord une simulation et elle te dit si, selon elle, ça passe ou pas. Première simulation. Et quand elle fait cette simulation-là, alors généralement, moi, ce que je fais, c'est que je fais d'abord la simulation avant de lui donner toutes les pièces. Ça veut dire que avant même de faire mon offre, ma proposition au vendeur, j'évalue mon offre limite que je vais pas dépasser. Par exemple, admettons qu'il y a un bien qui est vendu, 100 000 euros, prix affiché. Il y a plein de travaux à faire dans le bien. Moi, je vais me dire, au fond de moi, par exemple, je vais me dire, il faut que, si je veux faire un truc sévère, une offre sévère ou insolente, comme certains disent, après, chacun a son degré d'insolence. Mais je vais me dire dans ma tête, par exemple, je veux absolument l'avoir au prix maximum de 80 000 euros. Ok. Donc, j'ai proposé 70. Je vais faire une offre à 70. Et après, dans la négociation, on va monter. Mais moi, je sais que mon max, c'est 80 et que j'irai pas plus haut. Et si je l'ai en dessous, tant mieux. Donc, maintenant que j'ai ça en tête, quand je fais la simulation avec la banque, je fais la simulation sur 80. Je dis, voilà, je vais emprunter. Là, le prix du bien fait 80. J'ai 50 000 euros de travaux. Donc, ça veut dire que plus les frais de notaire, frais de garantie, je veux que vous me prêtiez environ, allez, on va arrondir à 140 000 euros pour être large. Donc, et là, c'est ça que je demande à la banque. Et comme ça, en fonction de ce que me dit la banque, si par exemple elle me dit, ok, c'est bon pour vous, et puis la mensualité, ça fera 700 euros par exemple, moi, je sais que si j'arrive à négocier le bien en dessous des 80, la limite que je me suis fixée, je sais que la mensualité, elle sera plus basse que 700. C'est ça. Je sais que la mensualité sera plus basse que 700.
Et donc, voilà. Donc, moi, quand je fais la simulation, ça veut dire que je sais déjà quel bien je veux, je sais déjà à quel prix maximum, parce que j'ai fait des petites simulations sur des simulateurs sur Internet. J'ai vu quelle mensualité je voulais pas dépasser, parce que j'ai d'abord identifié le montant de cash flow minimum que je veux, en comptant toutes les charges et tout, en déduisant toutes les charges, la taxe foncière, les charges de copro si on a, voilà, et tout, etc. Et donc, quand je fais la simulation auprès de la banque, ça veut dire que j'ai déjà fait tout ça. Et une fois que la banque me dit OK, ça passe, bam, là je fais mon offre. Je fais mon offre. Ensuite, en fonction de l'offre que j'ai réussi, si j'ai réussi à avoir le bien au plus haut à 80 000 euros, puisque je m'étais dit qu'en dessous, qu'au-dessus je ne prendrais pas, et ben une fois si j'ai réussi à négocier à 75 000 euros par exemple, je retourne voir la banquière où je l'appelle, je lui dis bon ben voilà, l'offre est signée. Donc maintenant, est-ce que vous pouvez me faire une simulation, mais ça va être la simulation définitive. Prix d'acquisition, 60 000 euros, vous me rajoutez les frais de notaire, les frais de garantie, plus 50 000 euros de travaux. Et là, elle me fait la simulation. Et là, je sais que c'est la simulation définitive parce que j'ai réussi à négocier le bien, soit je l'ai eu à 75 000 euros. Et là, elle va me dire, ouais, bah, ok, bah, écoutez, pour moi, ça passe. Pour l'instant, ça passe. Très bien. Une fois que ça c'est fait, donc je signe le compromis de vente et c'est là que je lui donne toutes les pièces qu'elle me demande. Et là, elle va analyser, c'est elle qui va analyser. Je sais que, en tout cas, dans l'agence qui gère mes prêts, je sais que c'est elle qui analyse le dossier. Et ensuite, elle passe à un de ses responsables, qui est soit le responsable adjoint, soit le directeur d'agence, qui lui fait une analyse et c'est lui qui donne sa décision. Donc c'est pas toutes les banques qui fonctionnent de la même façon. Non, c'est pas toutes les banques. Et puis en plus, il y a ce qu'on appelle des niveaux de délégation. C'est ça. Ça veut dire qu'à partir du moment, peut-être que le chef, celui qui donne les décisions dans l'agence qui gère mes prêts, peut-être qu'il a une délégation jusqu'à 300 000 euros par exemple. Ouais. Ça veut dire que quel que soit le montant de financement qui est quel que soit le financement qui est demandé, que ce soit pour une résidence principale, que ce soit pour un investissement locatif, que ce soit un parking, que ce soit un immeuble, tant que le montant financement demandé ne dépasse pas 300 000 euros, il a la possibilité de dire oui ou non seul. Ça veut dire qu'il n'a pas besoin d'escalader, ce qu'on appelle des fois escalader, c'est ça. C'est genre, ah ouais, mais là, le problème est trop grand, ou alors là, l'engagement, enfin, le montant de financement est trop important. C'est plus dans ma délégation. Donc ça, c'est des termes bancaires internes. C'est plus dans ma délégation. Donc là, je suis obligé d'escalader et d'aller demander à la direction régionale, au siège, pour que eux ils donnent leur accord. Et donc du coup, ça veut dire que ton dossier va à la délégation régionale ou alors au siège, où là il y a une autre armée de petits soldats formés qui vont réanalyser le dossier et qui vont soit dire on refuse, soit on accepte mais vous donnez tel document, ou soit il nous manque tel document pour statuer et voilà. Donc tout dépend de la somme en fait. Oui. Ça c'est. Tout dépend. Alors, tout dépend de la somme. Mais c'est pas un truc arrêté dans toutes les banques. Oui. Peut-être que l'un il aura 300 000 euros de délégation, l'autre il aura 200 000 euros de délégation. Peut-être que dans des banques, c'est le conseiller même qui va avoir une délégation lui-même, parce qu'il sera un conseiller peut-être considéré comme senior, et peut-être que lui-même il aura la possibilité jusqu'à 150 000 euros ou 200 000 euros par exemple de donner l'accord. Donc ça varie vraiment en fonction des banques. Vraiment ça varie. Après il y a des banques où quelle que soit la somme, c'est toujours le directeur d'agence qui va décider. Il y a d'autres banques, le directeur d'agence il n'a pas la main, c'est toujours le siège qui va décider. Donc c'est vraiment propre à chaque banque. Là je m'aventurerais pas à donner un schéma classique universel parce que ça diffère vraiment en fonction des banques. Mais des fois, le conseiller qui te reçoit, qui te fait la simulation, des fois, il peut avoir le pouvoir lui-même de pouvoir te dire oui ou non à ton prêt. Ça dépend s'il est confirmé ou c'est peut-être directement le directeur d'agence qui te reçoit. Donc c'est encore mieux. Ouais, encore mieux. Après, quand tu es reçu par un conseiller, ne pas hésiter. On peut aussi demander quand ça se passe.
au niveau de l'accord, une fois que je vous aurai donné mes pièces, au bout de combien de temps j'ai un accord? Qui donne un accord? Est-ce que ça reste au sein de l'agence? Est-ce que ça monte au siège? Toi, ne pas hésiter à poser des questions. T'as raison, c'est ça. De toute façon, pas hésiter, hein. Quand on s'est parlé de la dernière fois, est-ce que tu me disais que tu allais mettre en avant tes formations? Je réalise. Alors, sur ton site là, hein, pour ne rien te cacher. Oui, oui. Alors, prochainement disponible. Non, t'as toujours pas sorti. Alors. Ouais, tu exagères. Pour les... Non, mais c'est vrai. Alors, en fait, c'est vrai que dans mon site, ça apparaît pas clairement. Maintenant, c'est vrai que je l'ai pas dit clairement. Pour les personnes qui s'inscrivent dans ma liste de contacts, c'est-à-dire pour les personnes qui demandent à recevoir mes cadeaux de bienvenue que j'offre lorsque vous êtes sur ma chaîne YouTube. Alors, je rappelle le site, hein, c'est imo-gagnant.fr. Voilà, exactement. Et généralement, quand vous allez sur imogagnant.fr, vous avez une fenêtre qui arrive et qui s'ouvre et qui vous propose de rentrer votre nom, votre adresse email pour recevoir vos cadeaux de bienvenue. Et si vous vous trouvez sur la chaîne YouTube, en général, en début de vidéo, je vous accueille, bonjour, bienvenue Jean-Valéry, voilà. Je vous donne le titre, le menu, et avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous dis qu'il y a le cadeau gratuit que vous pouvez télécharger ou avoir accès à l'étude de cas, et en plus vous aurez également un e-book. Et donc, pour les personnes qui s'inscrivent pour recevoir leur cadeau gratuit, eh bien, ces personnes-là vont recevoir dans leur boîte mail, vont recevoir une offre promotionnelle concernant ma formation. Tu rappelles la formation, c'est de l'immobilier, et tu vois les conseils que tu nous as donnés là, ça fait déjà 45 minutes qu'on discute. Ça n'a rien à voir. Il y a encore beaucoup plus de contenu et tu rentres plus dans les détails dans ta formation. Donc c'est dommage de ne pas en faire la promotion. Oui, c'est vrai. Bon, après je vais pas t'obliger à vendre ta formation. Non, c'est vrai, mais voilà, il faut faire un chemin en tout. J'ai encore des barrières à briser. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est les personnes qui sont inscrites à la liste de contact qui reçoivent une offre professionnelle concernant ma formation. Donc j'ai déjà des membres qui sont dans ma formation, j'ai déjà des membres satisfaits. Hein. Et donc il y a un deuxième moyen pour avoir accès à ma formation, mais c'est vrai que je l'annonce pas clairement, mais lorsqu'on regarde dans la description de toutes mes vidéos, première ligne où je vous invite à cliquer justement pour recevoir vos cadeaux de bienvenue. Attends, je vais cliquer sur une vidéo. D'accord. Ensuite, j'explique brièvement le contenu de la vidéo. Et ensuite, j'ai indiqué ma formation. Ah oui. J'ai dit, qui s'appelle Patrimoine Plus. Et en dessous, les formations e-book que je recommande. Et puis ensuite, tout en bas, le lien de la vidéo actuelle que vous êtes en train de regarder. D'accord, Patrimoine plus cette étape pour obtenir votre premier revenu en locatif en moins de 6 mois. Non, c'est pas ça. Non, pourquoi j'insiste autant, hein, excuse-moi, je te mets mal à l'aise, c'est que je vois que Jean-Valéry, c'est quelqu'un qui connaît son sujet, qui a de l'expérience, qui a déjà acheté 2 immeubles, et il refuse de vendre sa formation. Donc j'ai déjà dit ça plusieurs fois. Mais voilà, on a discuté, ça fait presque 1 heure qu'on discute et tu vois, tu as plein de choses à offrir sur les techniques pour convaincre un banquier, pour épargner. En plus, tu as des valeurs, je suis tes vidéos, il y a toujours une citation du jour, enfin, c'est quelqu'un qui est top. Ouais. Et moi, j'aurais aimé que... il y a beaucoup de personnes qui te suivent, hein. Mais tu mérites encore de vendre plus de formations. Après, peut-être que tu n'en as pas besoin aussi. Non, mais ça va venir. Ça va se développer. Je vais faire plus d'offres promotionnelles, mais je vais surtout peut-être plus en parler parce que c'est vrai que si on va pas dans le lien de la description ou si on s'est pas inscrit pour recevoir les cadeaux de bienvenue, c'est vrai qu'on n'entend pas parler des formations. C'est vrai que je le mette du moins je finisse par les mettre sur le site et quitte à ce que aussi je fasse une vidéo de présentation tout simplement, comme ça je fais une vidéo de présentation et puis hop, une fois que je la publie, tous les abonnés en tout cas ils auront la notification et là je pourrais en parler effectivement
en détail en disant qu'elle est disponible. Effectivement. Ben, tu sais quoi, je vais la mettre dans le lien de la vidéo. Si tu regardes sur YouTube, et, le lien sera en dessous dans la description. Et si tu regardes ça sur SoundCloud, ben, tu auras le lien dans la description aussi. Donc voilà. D'accord. Sinon, bon, très bien. tu m'as dit 30 minutes, là ça fait déjà 50 minutes. Ouais. Je vais te libérer. D'accord. Tu voulais parler de 2 livres que tu apprécies. Deux livres que j'apprécie. Le premier, c'est Réfléchissez et devenez riche. D'accord. C'est un livre vraiment bien parce que j'ai toujours pensé à l'investissement, à l'indépendance financière. C'était toujours quelque chose qui m'a trotté dans la tête. Et en fait, quand j'ai eu 35 ans, c'était en 2015, j'ai fait 2 choses. La première chose, c'est que j'ai relu Père riche, Père pauvre parce que je l'avais déjà lu et il m'avait fait tellement de bien et j'étais pour autant pas passé à l'action. Je me trouvais des excuses en disant que c'est super ce livre, mais il date de 97, mais ça se passe aux États-Unis, en France c'est différent, donc c'est bien qu'il ait réussi dans l'immobilier, mais là maintenant en France, soit c'est trop tard ou voilà, donc je me trouvais des excuses. Donc ça c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que j'ai lu et donc découvert le livre Réfléchissez et devenez riche. Et dans ce livre, c'est dans les premiers chapitres, il dit clairement, n'hésitez pas à imaginez ce que vous souhaitez, les objectifs que vous voulez réaliser, et vous allez vous les noter sur une feuille, sur un calepin. Vous allez dire à quels objectifs vous voulez atteindre et sous quel délai vous souhaitez les atteindre. Ouais, je me souviens. Et du coup, en 2015, eh ben c'est ce que j'ai fait. C'était début 2015, je me rappelle, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis mes objectifs sur une feuille de papier. Et voilà, je me suis fixé des objectifs à mes 40 ans. Donc, j'y travaille. Ça avance, il y a des résultats. Ben, déjà, il y a eu les immeubles. C'est-à-dire que 1 an après avoir écrit ça sur feuille de papier, je me serais jamais douté que j'aurais été propriétaire de cet appartement et d'un local commercial. Donc, c'est sûr. Donc, comme quoi, le fait d'écrire quelque chose et puis d'imaginer travailler un objectif, ça a du bon. Et donc, il y a tellement d'autres choses dans ce livre qui sont vraiment bien, donc je le conseille. Ah bah oui. Vraiment. Réfléchissez et devenez riche. Et il y a un autre livre qui m'a bien plu. Pourtant, j'ai trouvé le titre pompeux quand je l'ai vu à la FNAC. Le livre, c'est un livre écrit par T. Harv Eker qui s'appelle Les secrets d'un esprit millionnaire. Ah oui, j'ai apprécié ce livre. Alors au départ, j'ai vu ce livre à la FNAC, j'ai fait wow, allez, encore un gros titre, ouais, cliché, millionnaire. Et pourtant j'avais déjà lu Réfléchir et devenir riche. Mais je me suis dit ouais, mais c'est cliché, qu'est-ce que c'est que ça encore? Allez, on va regarder. Et j'ai regardé, et j'ai trouvé ce que je lisais était vraiment bien, et du coup je l'ai acheté. Et puis quand j'ai lu, j'ai trouvé super bien ce livre parce que il parle beaucoup des croyances et il parle aussi de la manière de raisonner d'un riche et la manière de raisonner d'un pauvre. Alors, il prend beaucoup de précautions quand il parle des pauvres dans le livre, ça aussi j'aime bien. Il précise que attention, il n'y a pas de truc péjoratif, je veux pas dénigrer, c'est pas du tout ça, mais c'est juste pour vous faire comprendre. Par exemple, je sais qu'il y a une citation dans le livre, quelque chose qui va dire que pour les riches, ils se considèrent plus grands que leurs problèmes. Alors que pour les pauvres, ils se considèrent plus petits que leurs problèmes. Leurs problèmes sont plus grands, donc ils se laissent noyer par leurs problèmes. Les riches, par exemple, pour eux, ils voient des opportunités partout. Mais que les pauvres voient le risque partout. Donc je dis pas qu'il faut minimiser les risques et faire n'importe quoi, mais il faut essayer en tout cas de trouver un juste milieu et pouvoir se dire parfois c'est possible. Mais donc voilà, dans le livre il parle de tout, des différentes croyances qu'on a et que des fois quand on ne réussit pas dans le business, c'est pas forcément parce qu'on fait pas bien les choses, c'est qu'il y a des croyances qui sont là qui nous gênent. Par exemple, si on a grandi dans une
ambiance dans un environnement où on considérait en fait que tous ceux qui gagnent de l'argent sont des escrocs, Ouais, eh ben, on va vouloir monter un business, être prospère, mais si on a cette croyance-là en nous, soit on l'a consciemment, et là, effectivement, il faut qu'on fasse quelque chose, ou soit on l'a encore inconsciemment, et du coup, on va avoir cette peur de gagner de l'argent. c'est ça. C'est Et hallucinant ce que tu dis, parce qu'en fait, tu as vu, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'indépendance financière en 2013, genre j'ai investi à partir de 2007, là où j'ai voulu le déclic pour dire je quitte la rat race et je veux rentrer et vivre, me rapprocher de ma famille. Et c'était en mhm, 2013. Et il y avait aussi la théorie de l'attraction. Alors j'y croyais vraiment pas. Et j'y crois oui, toujours pas, hein, franchement. Enfin, je vais peut-être m'attirer des foudres, mais comme je suis croyant et je crois en Dieu, et mon Dieu, oui. je me dis, mais non, l'attraction, ça n'existe pas. Tu peux pas penser à une Ferrari et tu vas te réveiller un beau jour et tu vas avoir une Ferrari. Après, je sais que la puissance du mental est très forte. Mais Ouais. effectivement, en lisant le Réfléchissez, devenez riche et Mm. le Secret de millionnaire, alors, pourquoi j'hésite sur le titre, c'est que je l'ai lu en version originale. Et, Oui. et tu vois, ça correspond à mes croyances. C'est-à-dire, effectivement, tu te mets des barrières dans l'esprit. Mhm. Et tu sais, oh, je vais pas entrer dans les détails parce que je vais souvent, enfin, ce que je dis, par exemple, Robert Kiyosaki disait dans un de ses livres, alors c'est pas Père riche, Père pauvre, mais dans la Bible, tu trouves plein de choses. Il y a ce qu'on appelle les pauvres, entre guillemets. Ils vont Mhm. trouver des citations qui vont, enfin, des passages qui vont leur correspondre, mais il y a aussi des Oui. riches qui vont trouver des passages, comme par exemple la Mhm. parabole du talent. Je sais pas si Exactement. ben ça, c'est une citation que les gens qui ont le bon mindset vont pouvoir utiliser. Et tu vois, c'est ça qui m'a réconcilié avec... parce que moi aussi, j'avais cette croyance limitante. Mm. C'est chrétien. Hein, on Mm. assimile trop pour devenir riche. Enfin, l'argent, Mm. c'est pas bien dans le système Oui. chrétien. Alors que Oui. Jésus n'a pas dit ça. Par exemple, Mm. la parabole. Alors, on s'éloigne du sujet, mais moi, Oui. mais c'est intéressant parce que moi, je sais que tu es croyant aussi. Et Oui, exactement. cette parabole où il y a un gars riche qui vient voir Jésus-Christ. Alors, Exactement. tu sais, mon langage, alors, c'est pour ça, pour tout avouer, je pense faire du catéchisme, mais je pense qu'on va m'interdire de faire du catéchisme un jour. Parce que j'ai un langage trop fleuri. Bref, le mec qui se ramène et qui dit à Jésus, bon, je suis riche, mais je suis bon, je fais déjà ça, ça, ça. Et puis, qu'est-ce que je veux, je dois faire de plus pour être assuré Rentrer dans le royaume de Dieu. du royaume de Dieu. Et Jésus lui dit, ben, donne toutes tes richesses. Les gens, ils Pourquoi? interprètent ça, genre, oui, pour rentrer dans le royaume des dieux et pour être sûr, il faut donner, il faut être pauvre. Mais moi, je l'interprète, non. Si tu es capable de donner toutes tes richesses parce que tu vois que la parole de Mm. Dieu, c'est plus important, tu es sûr. Voilà. Et c'est pour ça Voilà. que, voilà, c'est pour ça que Tu as... je parle jamais de religion, mais bon, je sais qu'on a le même mindset, donc j'en profite. Exactement. Mais, Mais, voilà. ouais. Mais tu as tout à fait raison. Parce que dans cette parabole, quand Dieu lui dit, donne tous tes biens aux pauvres et suis-moi, en fait, il veut montrer à ce jeune homme riche euh, qu'il faut qu'il fasse attention à la position de son cœur. C'est ça. C'est pas mauvais d'être riche, mais ton cœur, il est où? C'est Est-ce ça. que ton cœur, il est en Dieu, envers les autres, ou est-ce que ton cœur, il est sur tes richesses et t'arrives pas à t'en séparer? En fait, c'est ça. C'est le fait d'être attaché trop à ta richesse. C'est ça qu'il faut éviter. Il faut que la richesse que tu as soit un moyen pour te permettre de rentrer dans les plans de Dieu, pour te permettre de rentrer dans ta destinée, dans ce pourquoi tu es fait. C'est Mais ça. si tu restes accroché à ta richesse parce que tu as du mal
tu veux pas donner et que pour toi ce qui est plus important c'est ça, eh ben c'est ça qui est pas très qui est pas très bien parce que voilà, ton cœur il sera trop tourné vers les richesses au lieu d'être tourné sur ce que Dieu a prévu pour toi. En fait. C'est ça. Et tu vois. Et c'est ouais. Et c'est bien que tu le soulignes, parce que moi, tu sais, moi, je suis pas très fort à l'oral. Toi, tu l'expliques bien, ça. Toi, t'es vraiment bon pédagogue. Moi, je suis Ouais, moi, quoi. j'essaye. C'est-à-dire que, tu vois, j'ai ma vision des choses quand je vais à l'église. Je sais pas si, mais bon, bref. Et Ouais, bon, ouais. je discute pas de religion avec tout le monde, parce que quand on discute religion et quand je commence à sortir mes théories, les gens, ils me regardent avec des gros yeux. Mais bon, Oui, bah, voilà. non, c'est sûr. Hein. Donc, bon, je te libérer parce que ça fait presque 1 heure qu'on discute. Alors que tu m'avais dit que Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ben, non, mais en tout cas, c'était un plaisir. Hein. C'était vraiment un plaisir de partager. discuter. Et puis voilà, on essaie de se rappeler bientôt. D'accord, pas de souci. Ben, écoute, très bien. Merci encore pour cette invitation. C'était une bonne discussion. Bah, Et donc, je te partager. salue. Et je salue ben, tous ceux qui écoutent le podcast. Merci Jean-Marie. Alors, je t'appelle Jean-Marie alors que c'est Jean-Valérie, excuse-moi. Oui, c'est Jean-Valérie. Non, mais Olivier Seban aussi s'est trompé plein de fois, donc il n'y a pas de problème. Alors que je te connais très bien. Ok, eh ben, merci beaucoup. Et puis à bientôt. Ouais, à Allez, bientôt, bye bye. merci. Salut, bye bye.